Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à notre émission. Nous prenons en main. Nous prenons le pouvoir sur nos connaissances, sur nos idées, sur nos actions à travers l'information. Et chaque fois, nous prenons des thèmes d'actualité, mais qui nous concernent tous, qui nous permettent de réfléchir. Et chaque fois aussi, nous invitons des gens qui sont experts dans le domaine, qui vraiment maîtrisent les questions pour nous guider dans notre réflexion. Alors aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir, mais on pas dit ça, c'est un mapipi concernant la prévention contre les séismes. Et Albéric Marcelin-Bel, bonjour. Oui, messieurs, dames, bonjour, et puis bonjour Robert, bonjour tout le monde. Voilà. Alors, nous faisons une bonne partie de l'émission en français, nous avons été titrés nous dedans, parce que c'est une émission qui est suivie à l'international sur Internet dans beaucoup de pays francophones. Donc, pourquoi j'ai tenu à ce que ce soit avec Marcelin? Parce qu'il il coordonne l'université populaire et de la prévention. Et de la prévention. Depuis combien d'années? Alors, ça fait 17 ans. 17 ans. Que nous là, mais en fait, avant, nous étions un groupe dans l'autre association, notamment oui, Franck Hubert, qu'on connaît. Oui, Franck Hubert, oui. Architecte et vice-président du conseil des architectes d'ailleurs. Donc, nous étions dans la précédente association et puis nous décidons, nous avons créé une association qui a fait plus vulgarisation. Voilà. C'est-à-dire l'université populaire et de la prévention. Et effectivement, l'université populaire qui a travaillé puis en lot institutions, des municipalités et puis des associations. 17 ans était ou qu'a passé pour dire il y a danger. Nous sommes trop insouciants. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, on aura l'occasion de parler de ça. Alors, ce qui nous a motivés dans le choix de cette question-là aussi, c'est le tremblement de terre, le séisme qui a eu au Venezuela, qui n'est pas très loin de nous. Et nous sommes concernés par ces catastrophes environnementales. À n'importe quel moment, on peut avoir un séisme plus important encore, ne l'espérons pas. Et effectivement, nous ne sommes pas prêts à ça. Malgré la sensibilisation, on dit que les gens n'ont pas conscience de ça. Alors, avant, quand même, je voulais faire un petit retour en arrière pour saluer un monsieur qui s'appelait, il me semble, Hector Saïd, qui a présidé l'Université populaire dans les années 40 et compagnie. Alors, c'est surtout l'idée d'université populaire. Donc, c'est le choix qu'on a fait d'aller au plus proche de la population, nous tout partout. Ouais, Donc, il n'y a pas qu'avec les institutions qu'on travaille. Des fois, ça m'est arrivé d'intervenir chez des habitants, par exemple, pour les aider à positionner le mobilier. Bon, puisque aujourd'hui, on n'a pas encore de référentiel mobilier en Martinique, contrairement au Chili. Bon, donc, je voulais d'abord dire ça. Et puis, deuxièmement, ce travail-là, c'est pas un travail qui est simple. Parce qu'on est dans une population où les pesanteurs mystico-religieuses sont énormes. Énormes. Là, par exemple, sur le séisme d'Haïti, le 12 janvier 2010, à environ 17h, un certain nombre de gens en Martinique continuent de dire que c'est parce que les Haïtiens, avec tout le respect pour leurs droits, étaient adeptes du vaudou et que c'était ça. Voilà, etc. Bon. Donc, on essaye, avec des mots simples, c'est vraiment le thème de la vulgarisation, d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de fatalité par rapport au risque sismique, parce qu'il y a des pays référents comme le Japon. Parce que le Japon, c'est quoi? C'est d'abord un tremblement de terre le 1er septembre 1923, le séisme de Kanto, qui avait laissé quand même des milliers, des dizaines de milliers de gens sur le carreau. Eh bien, le Japon a décidé que plus jamais ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des budgets et ils ont mobilisé toute la science qu'on pouvait trouver au Japon, les architectes, les ingénieurs, les bureaux de contrôle, les psychologues, les psychiatres, les enseignants, tout le monde, pour que le Japon devienne aujourd'hui un pays référent. Mais il faut aussi qu'on se souvienne que le Japon a pris sur la question de la résilience, Nagasaki et puis Hiroshima. Ah, oui, oui. Bon. Donc ça veut dire que c'est une population qui mentalement prépare l'école à vivre des moments difficiles après avoir vécu. Et puis quelle culture de la discipline? Quelle culture de la discipline surtout. Bon.
Là, j'ai fait une formation à Cuba en 2019, à l'université de La Havane, au département de psychologie. Bon. Le fond, c'était la préparation mentale des populations face aux catastrophes naturelles. L'UNESCO dit aujourd'hui que Cuba est un pays référent, reconnu par l'UNESCO, hein, et l'ONU aussi, sur la question de la préparation des populations face aux risques majeurs. Par exemple, bon, à Cuba, il y a des exercices, on va appeler ça météorologue. Bon. Donc ce sont des exercices qui vont durer une semaine. Ici, on va faire un exercice peut-être des 3 temps, bien mal, la fête, bien malement, on va manger du pain au chocolat, on va fumer une cigarette. Bon. Non. Donc, mais sans t'interrompre, on voit le résultat quand il y a des cyclones, des grandes catastrophes. Il y a des dégâts, mais très vite ils se remettent au travail et puis il n'y a pas beaucoup de mots. Et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce qu'il y a une discipline. Là, par exemple, quand il y a un cyclone qui est annoncé à Cuba, vous avez les CDR, les comités de défense de la révolution, et les pionniers. Ils passent chez tout le monde, avec un phénomène d'îlotage. Donc, on explique, on regarde, etc. Et il y a des camions qui passent, qui ramassent le mobilier des gens, qui vont positionner le mobilier dans les abris militaires. Hein, donc ça, c'était pendant la guerre froide. Ils avaient créé des abris, etc. Et après, vous avez des bus qui passent, qui récupèrent tout le monde, et tout le monde est dans les abris. Et dans les abris, vous avez à boire, à manger, des médecins, des accompagnateurs, des psychologues, etc. etc. Donc l'UNESCO a été obligé de reconnaître que malgré le blocus de 1961, Cuba, en matière de prévention des risques naturels, est un pays référent. Et ça, on essaye avec, c'est d'abord la formation que j'ai faite là, duré une semaine, essayer de faire passer ça dans l'esprit des Martiniquais. Il faut que nous mettions une discipline par rapport aux risques majeurs. Parce que, bon, on va revenir sur ça. La discipline qui fait la force des armées. On va revenir en détail sur tout ça. Mais je veux dire aussi que nous avons la chance d'être en contact avec l'ancienne consul du Venezuela qui était en Martinique, Tamara Lusada, qui est toujours très proche du peuple martiniquais et qui nous a envoyé un petit bilan des conséquences du séisme. Alors, je ne sais pas si tu es déjà prêt. Je pense qu'on va l'écouter et puis après on va faire des commentaires. Je dis aussi qu'elle est à l'écoute par Internet et qu'éventuellement elle va nous téléphoner sur ce même numéro auquel elle a envoyé le message pour essayer de faire des commentaires. Donc, si tu es prêt, on écoute Tamara Lusada, ancienne consul du Venezuela en Martinique. Alors, on entend très loin, très faiblement. Qui ont secoué le là, voilà. Le mercredi 24 juin et qui constituent les plus forts enregistrés dans le pays depuis plus d'un siècle. Le nombre de décès est de 5069 personnes, nombre de blessés 16 740, personnes secourues 6 462, familles assistées 128 324, personnes sans logement 17 907, bâtiments endommagés 856, bâtiments effondrés 190. Les dispositifs gouvernementaux maintiennent en activité 107 camps temporaires qui accueillent 28 235 personnes, tout en assurant la distribution de 10 000 tonnes denrées alimentaires et de plus de 30 millions de litres d'eau. Le gouvernement national poursuit un déploiement permanent afin de protéger l'intégrité et le bien-être de la population affectée. À cette fin, 30 989 membres des forces de sécurité, 31 745 volontaires et 2 298 sauveteurs internationaux sont mobilisés. Selon les bilans officiels, 36 951 patients ont été pris en charge jusqu'à présent. Les autorités poursuivent également l'évaluation des 856 bâtiments endommagés et des 190 infrastructures effondrées à la suite du séisme et de ces 1331 répliques. Mais le Venezuela n'est pas seul. L'effort international comprend également le soutien logistique d'organisations telles que les Nations Unies et l'Union européenne. Parmi les pays ayant apporté une aide directe figurent
les États-Unis, le Mexique, la Colombie, le Salvador, la République dominicaine, le Brésil, la Bolivie, le Canada, le Chili, le Panama, le Honduras, le Pérou et l'Argentine. La Chine a envoyé 85 tonnes d'aide humanitaire et a annoncé un programme d'assistance d'environ 14,7 millions de dollars américains en faveur des populations sinistrées. Haïti figure également parmi les pays ayant exprimé leur solidarité et a participé à la réponse internationale. À ce jour, les pays dont l'aide a été confirmée publiquement sont les suivants: Argentine, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Haïti, Japon, Mexique, Pérou, République dominicaine, Russie, Salvador. En outre, l'Union européenne, en tant qu'institution, a approuvé une aide financière supplémentaire destinée à la gestion de cette catastrophe. Je souhaite saluer à M. Albéric Marcellin, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger justement à propos de l'avant-dernier grand séisme au Venezuela, celui de 1967. Merci à tous et à toutes. Très beau témoignage. Alors, je te laisse réagir tout de suite. Oui, muchas gracias. Je remercie énormément Tamara, puisque effectivement, elle a participé à l'une des... Je voudrais remercier Tamara qui a participé à l'une des assemblées générales de l'Université populaire et de la prévention. Et effectivement, on a fait le point sur le séisme de 1967 au Venezuela, avec un phénomène de liquéfaction, un phénomène assez extraordinaire en 1967. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voulais aussi saluer le peuple du Venezuela, parce que je dois beaucoup de choses au Venezuela, l'ère dernière, puisque en 1990 et en 1992, j'ai fait une formation à l'Université des travailleurs latino-américains à San Antonio Los Altos, dans le sud du Venezuela. Et c'était un moment quand même très riche, puisqu'à l'époque j'étais dirigeant syndicaliste, et j'ai eu une solide formation à l'Université des travailleurs latino-américains, l'UTAL. Voilà. Très bien. Alors, certainement Tamara va nous appeler en cours d'émission pour nous donner des précisions sur les réactions. Mais je voulais ajouter aussi qu'en matière d'aide, la Martinique a essayé de faire son apport. 2 conteneurs de marchandises, de médicaments, de produits de première nécessité, 12 000 € pour acheter des panneaux solaires, etc. Alors, pour les panneaux solaires, comme c'est indirect, ça peut passer, mais les États-Unis interdisent à ces 2 conteneurs d'aide alimentaire d'arriver à Caracas. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Alors, forcément, c'est une condamnation, parce qu'un pays à genoux a besoin de l'aide internationale pour se rester debout. Bon. Mais j'ai eu l'occasion, il y a 10 jours, d'échanger avec Lily Bowie, qui est une Vénézuélienne en poste ici au niveau de la Martinique. On a fait le point. Donc il y a une collecte qui a été réalisée par ces soins avec une belle équipe. Théoriquement, elle devait essayer de venir, mais le travail des activités professionnelles n'ont pas permis ça. Bon, donc en fait, moi ce que je veux faire passer comme idée, c'est que bon, le Venezuela a encore besoin des Martiniquais. Donc, alors après, ça devient de la diplomatie pour que bon, on puisse débloquer la situation, pour que les États-Unis acceptent que l'aide internationale qui arrive de la Martinique soit acheminée. Nous sommes dans un territoire hautement exposé au risque sismique. Bon, là, ils ont pris 7,2 à peu près 39 km de profondeur. 39 secondes plus tard, ils ont pris un 7,5 de magnitude autour de 10 km de profondeur. Bon, là, on est du 7,5. Mais l'Institut physique du globe de Paris, l'Inspection générale de l'environnement, le rapport Gémitis commandé par les Nations Unies pour la Martinique, la Guadeloupe et la ville de Nice en 1998, pour Tanoï, il a dit qu'il faut aller tutoyer vers le 8,5 de magnitude, pour ceux qui nous concernent. Donc, moi, je vais dire, je vais répéter, la récréation est terminée. Alors, après Haïti, Robert, après Haïti, qui est tout en haut de la flaque, Venezuela tout en bas, Guadeloupe, nous en mi-temps. Nous en mi-temps, récréation terminée. Je veux te demander une confirmation. J'ai lu, ça fait quelque temps, que globalement, tous les siècles, il y a un tremblement de terre majeur qui nous concerne.
et que nous avons déjà dépassé un siècle et 10 ou 20 ans encore. Donc, demain, très prochainement, on peut avoir ce séisme majeur, les 8 ou 9 dont tu parles. Il y a ce qu'on appelle la lacune sismique. La lacune sismique, c'est la période de retour de séisme majeur. Bon. Un phénomène sismique, c'est un phénomène cyclique. Et il y a un écrivain grec qui a créé Plutarque, il a dit ça il y a des lustres. Là où la terre a tremblé, la terre tremblera. Ça a été dit et répété plus d'une fois. Donc nous, on a vécu un séisme majeur, vraiment costaud, le vendredi 11 janvier 1839 à 6h moins 5 du matin. Okay? 9 ans avant l'abolition de l'esclavage. Bon, à l'époque, ça ne s'appelait pas Fort-de-France, ça s'appelait Fort-Royal. Il y a eu 4000 morts. Pour contenir autant d'habitants, il y avait à peu près... Et puis ce tika, il a parti aussi des gros mastodontes qui peut écraser mon grand Donc, 11 janvier 1839, l'énergie accumulée dans la zone de subduction, là on frotte les deux plaques, au large, à 80 km au large de la Caravelle, etc. L'énergie libérée le 11 janvier 1839, le lendemain, le phénomène de subduction a recommencé. D'accord? Et on nous dit que la lacune sismique, c'est 150 ans. Donc 1839 plus 150, ça nous mène à 1989. Donc ça veut dire que théoriquement, depuis 1989, on aurait dû avoir à connaître sur le territoire de la Martinique le retour d'un séisme violent. C'est ce qu'on appelle le Big One. Donc, chaque fois qu'il y a une semaine, un mois, un semestre, une année qui passe, ça veut dire que le stock d'énergie qui est accumulé augmente. Et c'est pour ça que l'État français, avec l'Union européenne, en mars 2017, a organisé ici, avec la présence des Espagnols et des Belges, et le théâtre des opérations, c'était l'ancien hôpital du Bourg de Laventin, avec notamment les stagiaires infirmières, qui étaient dans l'opération avec nous. Donc, ils ont organisé un exercice de simulation séisme en jouant sur une magnitude de 8,5 sur l'échelle de Richter qui compte 9. D'accord? Bon. Donc, le propos n'est pas de faire peur aux gens, mais c'est d'expliquer aux gens très calmement qu'on est exposé et que ce qui s'est passé le jeudi 29 novembre 2007 à 15h, séisme de magnitude 7,3, d'accord? C'est pas un séisme de subduction dans la zone de subduction à 80 km au large de la Caravelle. C'est une faille parmi les nombreuses failles qui existent sur le territoire de la Martinique et autour dans la mer. C'est une faille entre la Martinique et la Dominique qui a lâché un trop-plein d'énergie. Et ça nous a donné un 7,3 de magnitude à 150 km de profondeur. Mais pour bien comprendre les choses, en Haïti, le 12 janvier 2010, c'était 7,3 de magnitude, mais Yopagne à 10 km de profondeur. Nous, c'était 7,3 de magnitude à 150 km de profondeur. Autrement dit, sans le souhaiter, si on l'avait pris à 10 voire 30 km de profondeur, on ne serait pas assis là, Robert Saïe, à essayer de converser sur la problématique du risque sismique. On serait en train de reconstruire notre pays. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors, bon, comme tu dis, il ne s'agit pas de faire peur, mais de faire prendre conscience que regarde, c'est maintenant qu'il faut arranger les choses. Dans la mentalité, on a déjà dit tout à l'heure que les gens sont un petit peu mystiques, ils ne voient pas scientifiquement que ça va arriver. Vous faites le travail, vous êtes en contact avec beaucoup de gens. Comment arriver à convaincre? Comment arriver à sensibiliser réellement pour que les gens comprennent, mais il y a trop tard? Alors, c'est le fin fond de la pédagogie. Dire, redire et redire. Il y a des gens qui menacent moi. Ah, on va peut-être nous faire des séismes. Vous les faites empêcher, moi, je fais caille moi. Et puis, à force de parler de ça, quand il fait venir, il y a des gens qui sont. Oui, il y a ça, il y a ça. Il y a des gens qui sont vraiment dans un état d'esprit assez particulier. Et lorsqu'on analyse au fond la situation de ces gens-là, c'est des gens qui ont peur. Ils ont peur du risque. Donc il vaut mieux ne pas en parler. Voilà, mais on peut comprendre ça. Là où on peut un chez mode, on va prendre disposition puis pas mode, on va organiser le corps, avant de faire ou casser ou faire un bagage. Donc il y a un risque qui est là, qui est un risque manifeste. Donc nous, ce qu'on fait, on sillonne la Martinique depuis 17 ans. On est partout. On travaille aussi sur la Guadeloupe, sur la Dominique, sur Sainte-Lucie. Bon, j'ai participé au Congrès mondial des risques majeurs en 2019 à Genève. Il y a quand même 182 pays qui étaient là, qui étaient présents.
Et j'ai fait le point, notamment avec les ambassadeurs d'Haïti qui étaient présents sur site, et d'autres pays, le Chili et compagnie, pour comprendre la problématique du risque sismique, avec les Japonais francophones aussi. Et nous sommes, nous, Université populaire de la prévention, en relation avec l'association Martinique-Japon. Bon. Et on a aussi un gars de Rivière Pilote qui vit à Kyoto, et qui toute la journée a vraiment information à sous comment il a évolué au Japon à la problématique risque sismique. Là. Bon. Mais le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, je crois que c'est il n'y a pas d'opinion publique en Martinique sur la problématique du risque sismique. Il y a eu une opinion publique sur la vie chère. Au Noël, en 2009. Bon, 20 000 personnes défilé pendant 39 jours. Bon, là, il y a eu une opinion publique parce que les gens ont considéré qu'il y avait un problème. Oui, parce que c'est le quotidien, c'est chaque jour, il voit ça. Bon, mais le risque sismique, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand vous prenez une petite secousse, ok, de 5,1, comme le 2 janvier là, 2026, bon, 6,1, etc. Bon, ouais, ben voilà, la vie continue, quoi. Mais c'est pas ça. Le travail que nous faisons, et que des institutions aussi, ou certaines qui le font bien, c'est de dire aux gens qu'il faut se préparer à quelque chose de costaud. Costaud, c'est une magnitude qui peut osciller entre 7,5 et 8,5 de magnitude en termes d'énergie libérée. Là, maintenant, tel que le pays est configuré, on fait une hypothèse que nous ayons ça. Quel impact immédiat, concret, cela aurait-il sur notre environnement, sur la population, sur nos enfants, sur nos familles? Le rapport Gémitis, demandé par les Nations Unies, notamment sur la Martinique, 1998, avec la vulnérabilité que nous avons. Alors, il faut comprendre la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est d'abord le sol. La Martinique, c'est un territoire vallonné, contrairement à la Guadeloupe, qui est un petit peu plus plate. Bon. Notre sol, c'est de l'argile. Alors, l'argile, on connaît les effets de l'argile. Hein. Soleil levant au François, Mout, Bonne-Calebasse, Sainte-Marie, 133 maisons en novembre 2020, etc. Et puis aujourd'hui, aux Trois-Îlets, à Beaufort, okay? 18 cailles qui est glissé. Donc on a un sol fragile. Sur ce sol-là, on a à peu près 140 000 habitations. 80% du parc immobilier de la Martinique n'est pas aux normes parasismiques. 80%. 80%. Dans les écoles. Ah oui. Ce qui est aux normes parasismiques, c'est ce qui est construit en PS 92 à partir du 1er janvier 1998. Ça clair? Bien bon matin. Ok? Bon. Donc, on a un sol qui n'est pas bon, on a des habitats qui sont extrêmement vulnérables, et on a une population, justement, qui a du mal à accepter le risque sismique. Or, on l'a déjà eu dans notre vie. Là, par exemple, en juillet 1974, il y a eu un séisme moyen de 6,3 de magnitude, et bien, qui a rasé la maternité de l'hôpital de Trinité, en juillet 1974. Il a rasé. Bon. Donc, si je prends le 29 novembre 2007, la messagerie. Voilà, oui, la messagerie. Bon, eh bien, le résultat, c'est quoi? Eh bien, il était en de l'eau, hein? Il était en de l'eau dans la mer. Il était dans une zone de liquéfaction. Bon, si le séisme du 29 novembre 2007 était beaucoup plus puissant, très probablement que le phénomène de liquéfaction aurait fait que le bâtiment serait entré dans le sol. On appelle un phénomène de liquéfaction. Donc, le sol est fragile, les habitations sont fragiles et les gens sont fragiles. Donc, c'est ce qu'on appelle une vulnérabilité polymorphe. Donc, il nous reste la possibilité de nous organiser. Alors, il y a le plan séisme anti, que le gouvernement français a mis en place en 2007. D'accord? Le plan séisme anti. Bon. Mais d'où vient le plan séisme anti? Eh bien, il faut quand même qu'on se souvienne que le 21 novembre 2004, un dimanche matin, à 7h41, la terre s'est mise à trembler au Saintes, en Guadeloupe. 6,3 de magnitude. Il décalait l'église là, il décalait les petits brincailles. C'était extrêmement compliqué pour les gens. Et puis une petite fille, à Trois-Rivières, qui est décédée parce que le mur de sa chambre est tombé sur le lit. Et ça fait... Non, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, Guadeloupe. Trois-Rivières, Guadeloupe. Voilà. Et donc, mais on l'a tombé en Camana et puis il tuait Timara. Timara a 11 ans. Bon. Donc, ça a posé le problème de la malfaçon sur la construction de la maison et sur l'édification du mur qui est tombé. Bon. Mais Timara est mort. Et ça a créé quand même un émoi, aussi bien sur la Guadeloupe que sur la Martinique, qu'au niveau du gouvernement français.
Et il y a une ministre, donc Nelly Olin, qui est ministre de l'Environnement à l'époque, qui a mobilisé son équipe et qui nous a donné ça, le plan séisme anti. Alors le plan séisme anti, c'est quoi? Donc c'est une organisation financière, technique, qui dit que sur une période de 30 ans, l'État français va engager 6 milliards d'euros pour la Martinique et la Guadeloupe pour mettre aux normes des bâtiments stratégiques. Les bâtiments stratégiques, c'est quoi? C'est les casernes de pompiers, c'est les hôpitaux, c'est les services de l'État. Là, par exemple, dans le plan séisme anti, bon, en disant la préfecture, par exemple, on voit bien qu'il y a un bâtiment neuf, qui est le PC de crise de la préfecture, qui a été édifié. Bon, dans le plan séisme anti, c'est le nouveau plateau technique du CHU de Fort-de-France, 170 millions d'euros. Bon, et je salue le professeur Roch, qui est un spécialiste en cardiologie, c'était pas gagné. Il s'est goumé, et nous aussi nous goumés. Et puis les moyens que nous tenons pour dire, mais dans un territoire où, pour répondre précisément à ta question, les Nations Unies et l'Inspection Générale de l'Environnement disent qu'en fonction de notre vulnérabilité, on perd sous séisme violent 10% de la population martiniquaise. Ça fait 40 000 personnes. Attention, M. Saïd, séisme de jour. Mais séisme de nuit, quand les gens sont dans leur habitat, où 80% du parc n'est pas en norme parasismique, ça peut monter jusqu'à 80 000 personnes décédées. Lorsqu'on a expliqué, et je travaille beaucoup avec des géologues haïtiens, notamment Claude Prépetit, qui a fait un travail énorme avant le séisme d'Haïti, prévalent les autres, personne ne va venir à côté. Bon. Lorsqu'on nous dit, lorsqu'en Haïti par exemple, ils ont eu 450 000 morts. Ok? Alors Haïti, c'est à peu près 22 fois la superficie de la Martinique. C'est 12 millions d'habitants. La zone qui a été impactée en Haïti, c'est une zone autour de Port-au-Prince, où il y a 3 millions d'habitants. Ok? Mais ça a été quand même un choc international. 450 000 morts. Et c'est un bagage effrayant. Donc, les Nations Unies et l'Inspection Générale de l'Environnement nous disent 40 000 morts de jour, 80 000 morts de nuit. Ok? Et le truc choc, c'est 100 000 sans-abri ici en Martinique. Autrement dit, un Martiniquais sur 4 qui n'a plus de maison, qui n'a plus d'habitat. Alors, il y a tous des débats sur le PLU, le PPA, etc. Donc, à poser question. Et le colonel Kova, qui était un chef de l'état-major de zone avec qui nous avons travaillé, il dit, mais il va falloir commencer à se préoccuper de cette question-là. Parce que quand Tamara nous dit qu'on a eu 190 bâtiments effondrés et encore des gens en dessous, 28 000 personnes sous des camps. OK? Alors ici, à combien de nous pas fait? Eh bien, c'est pas alors on va mettre en OK, on est bien d'accord. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Toutes ces questions-là doivent être traitées. Et nous, ce que nous avons fait au niveau de l'Université populaire de la prévention, nous étions en conseil d'administration la semaine dernière, on demande un congrès des élus sur la question des risques majeurs et particulièrement du risque sismique. Et puis un dernier mot quand même. L'Inspection Générale de l'Environnement a émis un rapport. Ils sont venus ici, les 3 inspecteurs, le 29 août 2001. Séisme aux Antilles, le cas de la Martinique. Voilà le titre. Et les gens peuvent aller rechercher. À la page 9, ce monsieur qui a écrit, dans un territoire vallonné comme la Martinique, le rôle de l'hélicoptère sera primordial pour faire un point de situation. Et les 3 types signent de leurs mains que la Martinique risque de vivre une situation, je cite, apocalyptique. Il n'y a pas dit dramatique. Apocalyptique. Apocalyptique. Alors, on fait quoi? Nous arrêtons là, mais nous, on va battre nous. Alors, attendre. Justement, là, tu parles du rôle des élus. Évidemment, pour orchestrer tout ça, il faut que les autorités soient au four et au charbon. Mais, tout à l'heure, tu as parlé de l'opinion qui n'existe pas. Alors, chaque fois que j'ai ce genre d'émission-là, je rappelle une anecdote que j'ai vécue lors du tremblement de terre. On a dit c'est 2010, je ne sais pas, le dernier. 2007. J'étais avec mes élèves, donc on sort, on est dans le parking du collège du VOP, et on attend la réplique. Il y a peut-être une demi-heure que ça s'est fait, et je vois un bonhomme qui arrive, qui déboule sur moi, et ça y est, Birota là. Birota, qui était conseiller général à l'époque. Je dis, non, pour-il. Oui, parce que, ma soeur qui nous va quand même pencher pour essayer de faire. On imagine
qu'on attend des répliques, que le bonhomme vient chercher un élu pour lui dire qu'il y a un pan de mur qui s'est penché, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quand tu as parlé d'opinion, ça m'est revenu parce que ça veut dire que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont responsables de la vie de leurs enfants. Absolument. De la vie concrète de la petite fille qui est écrasée par le mur, etc. Ça veut dire que s'il n'y a pas une organisation préventive, on aura ces 80 000 morts. Mais si on est préparé dans les quartiers, on se parle, etc., puis l'église est couchée, on peut peut-être faire quelque chose. Je te laisse réagir sur ça. Et justement, on va te demander les conseils pour faire la machine démarrer en matière de prévention. Alors, on a une exigence. C'est la vérité vis-à-vis de la population. Nous pas n'y a rien assez. C'est le choix que nous faisons en tant qu'université populaire de la prévention. Bon. Alors, le problème là qui a posé là, c'est que des morts, il y en aura. Bon. Quel que soit le séisme sur la planète, il y en a. Y compris au Japon, qui est un pays référent, y compris au Chili, qui est un pays référent, y compris en Nouvelle-Zélande, qui est un pays référent. Toute l'action qui est à mettre en place, c'est de faire baisser le nombre de victimes potentielles. C'est ça. Là, par exemple, si on prend le cas des écoles, par exemple, les écoles primaires, le plan Séisme-Antilles aura 20 ans en 2027, puisqu'il a mis en place en 2007. Il gagne 20 ans. 70% des écoles primaires ne sont pas en plan sismique 20 ans après. Or, ce n'est pas de l'argent qui a manqué, puisque dans le cadre du plan Séisme-Antilles, donc il y a des fonds d'État. Là, par exemple, pour le plan Séisme-Antilles numéro 2, c'était 458 millions d'euros et la contribution de l'État. Donc, ça s'appelle les fonds Barnier. Il y a la contribution de l'Union européenne. Et aujourd'hui, en Martinique, on a l'AFD, l'Agence française de développement. Par exemple, si vous décidez de mettre en norme une école primaire, l'AFD, sur la part résiduelle qui revient à la commune, est capable de vous financer à taux zéro sur 25 ans. Autant de ça. OK? Donc, mais essayez de nous conscientiser ça, connaître ça. Alors, on ne va pas faire publicité, lui ici, mais il y a un maire qui finit arrivé en poste, en mandature, premier mandature, qui a fait 3 écoles. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ouais. Premier mandature, il a déconstruit 3 écoles, il a fait 3 écoles neuves dans le sud de la Martinique. Là, il y a un maire qui m'a reçu la semaine dernière à sa demande. Donc, je suis allé et monsieur m'a dit, la caille, je n'ai pas ni en école primaire qui n'a pas assisté. Mes prédécesseurs, ça ils ont fait ma cité, ils ont reconstruit en l'escalier, en les 3-4 mandatures. Bon. Donc, c'est d'abord un problème de volonté politique. Et je leur ai dit, chaque action individuelle, collective, dans les institutions, etc., qu'on fera, ça fera baisser le nombre de victimes potentielles. Puisque des experts internationaux ont penché quand il y a la situation, ils ont dit nous qu'on risque de perdre 10% de la population de jour, de nuit, ça peut être plus compliqué encore. Donc il faut mettre en place des choses. Et des choses en place, par exemple, on a demandé aux gens de mettre en place un kit de survie. Bon, là au moment où je parle là, au Venezuela, il y a des gens, depuis le séisme du 24 juin, qui dorment dans leur voiture. C'est arrivé en Haïti, c'est arrivé dans d'autres pays, en Turquie, en Syrie, etc. Donc, a dormi en l'autoyo. Bon, quand Tamara Losada nous dit qu'il y a eu 1331 répliques, eh bien, les répliques seulement qu'a fait que c'est mon pas qu'elle vient entrer dans ces cas-là. Donc là, on équipe de survie sans l'auto encore qu'à vivre un moment, ou bien quand il y a un monde dans un abri, eh bien, au moins, petits médicaments qu'on prend, tous les jours, on a un petit stock, on y tout papier on a clé USB, enfin, etc., etc. Mais je voulais revenir, puisqu'on aura le temps de faire quand même les consignes, sur un phénomène grave quand même qui s'est produit. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du rapport Gémitis, qui a été fait par l'Organisation des Nations Unies, ici en Martinique. Bon. Eh bien, il y a un préfecture ici, le rapport là, et puis il s'est oui. Et il a fallu Henri Magatal, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, le rédacteur en chef de France-Antilles, qui nous a donné un sacré coup de main pour que le rapport puisse sortir de la préfecture et que les 34 maires de la Martinique, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, soient assis à la préfecture et que le préfet présente le contenu du rapport Gémitis. Eh bien, Henri Magatal nous a rendu un service dans un journal qui s'appelle Science et Avenir,
Ok. Oui. Sciences et Avenir, numéro 2667. Ok. Et le titre en bas, ici, Séisme aux Antilles, le rapport caché. Ouais. Séisme aux Antilles, le rapport caché. Et c'est Henri Mangatal que nous cadrons ça. Donc, il fait quand même au moins une dizaine de pages pour dire qui ça qui est dans Sciences et Avenir, le fameux rapport Gémitis de séisme Antilles. Bon. C'est criminel, ça. Mais c'était quoi? Démarche préférée à l'époque, c'était de dire ça va faire peur aux gens, le contenu du rapport Gémitis, donc on va mettre ça sous cloche. Mais ça fait nous peu de temps. Et en plus, ça a déconscientisé un certain nombre de gens dans les hautes sphères ici qui étaient à considérer que, bon, oui, c'est vrai, bon, les Nations Unies disent ça, etc., etc. Bon, mais les Nations Unies aussi t'ont dit hein, sur Haïti. Hein. Ils t'ont dit en une série de pays qui exposaient au risque sismique. Bon. Donc, sur la question du risque sismique, je voulais, par rapport à ce qui s'est passé au Venezuela, ce qu'on appelle le phénomène du crush syndrome, c'est-à-dire le phénomène, le syndrome de l'écrasement. C'est-à-dire les bâtiments se sont effondrés en millefeuilles avec des gens en dessous. Bon. Alors, les Nations Unies disent entre 50 000 et 60 000 personnes qui sont encore sous les décombres. Et ça va mettre du temps pour récupérer les corps, pour les restituer aux familles, pour commencer le travail de deuil. D'accord? Bon. Mais ici en Martinique, il y a des gens, comme pour Haïti, qui s'évertuent à raconter, oui, mais c'est normal à la limite ce qui est arrivé en Haïti, parce que les maisons n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas de bonne conception. Au Venezuela, ah ouais, c'est vrai, Venezuela, mais c'est pas Haïti, ouais. Mais c'est qu'elle n'a pas été bon. Et que c'est ce qu'on appelle en psychologie les phénomènes d'invincibilité, des comportements ordaliques, pour dire un vrai mot scientifique. Qui sont vraiment là, quand il y a eu un tremblement de terre, 29 septembre 2007, rien va arriver. En 2007, c'était 7,3 à 150 km de profondeur. C'est pas du 8,5 à 10 ou 30 km de profondeur. C'est ce qu'on appelle les comportements ordaliques. Là, j'ai ramené un article de France Antilles du 1er septembre 2007. 1er septembre 2007. Ça se passe au Marin, à Montgomier. Une maison de 4 étages qui s'est effondrée. Donc, je suis allé visiter ce monsieur-là plus d'une fois pour comprendre, et il m'a raconté l'histoire de la fragilité de la maison. Eh bien, un jour, il était aux environs de 19h, boudoum, quand il a tombé en millefeuille, les 4 étages. Et lui, il était au dernier rez-de-chaussée. Vous savez ça qui sauve? Pied en carbone, en temps longtemps, qui tchèbait en bloc béton, et qui laissait un chose bail à en poche de survie de 1 mètre sur 60 cm en position fétale. Ok? Ce qu'il faut comprendre derrière cette affaire-là, quand la maison s'est effondrée, à 19h, on a pu récupérer M. Cador, je cite son nom, puisque dans l'article on parle de son nom, et père son âme, il est décédé il y a à peu près 2 ans. Bon, donc c'est lui qui va raconter ce matin. Donc, quand la maison s'est effondrée à 19h, tenez-vous bien, on a mobilisé une équipe de 25 personnes. Pompiers, gendarmes, police, etc. Et il a fallu couper une première dalle de béton, une deuxième dalle de béton, une troisième dalle de béton, trouver le pompier volontaire Metz, qui accepterait de descendre dans les trous qu'on a fait dans le béton pour médicaliser la victime, récupérer et puis virer, monter et puis. Ça se passe à 19h, on le récupère à 1h du matin, 6 heures après. Bon, mon propos n'est pas de faire peur aux gens, je le dis, je le redis. Nous avons fait un travail de pédagogie pour préparer la population, etc. Bon, donc cette affaire-là nous avons fait. Sur la question du crush syndrome, ici en Martinique, il faut que les gens, je prends un exemple concret depuis le Venezuela, je dis aux gens, est-ce que vous avez imaginé d'être en possession chez vous de ce qu'on appelle un cric? Ben, il a qu'à lever l'auto là. Bon, ben au Venezuela, on en a besoin. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est enseveli sous le béton, et puis cric là, à pied ou à main hydraulique, enfin qu'on l'est, vous pouvez soulever, et des fois, et puis des crics, vous pouvez soulever jusqu'à 3 tonnes, 5 tonnes, voire 10 tonnes. Ça peut vous permettre de récupérer la victime. Donc, dans l'émission qu'on a là, M. Saïd, je vais espérer que c'est maman là qui a écouté.
faire un petit investissement de 60 € pour acheter un cric, parce qu'on ne peut pas jamais ça. Ça peut être Mario, Madame ou Ichou, dans la maison qui est vulnérable. Eh bien, à un moment, dit, on n'a pas 10 000 pompiers dans le pays de Martinique. On en a entre 1442 et 1500, à peu près. Et Kaili Krasé. Voilà. Non, mais pour Moi, je rigole. Bien sûr. Il peut pas arriver vite. Absolument. Pour 350 000 habitants, 1500 pompiers. Et chez les pompiers, on le voit avec la canicule en France, 80% des pompiers, ce sont des volontaires. 20% ce sont des professionnels. Alors, il y a peut-être des Martiniquais et des Martiniquaises qui s'imaginent qu'en cas de crise majeure, ils font le 15 et tout le monde est là pour eux seuls. Ce n'est pas vrai. On va définir des priorités. Mais de tout ce que tu dis, il y a un tas d'idées qui me viennent. D'abord, ce qui guide les gens quand ils construisent, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la possibilité économique d'entretenir ce bien-là. C'est le fait qu'il faut mener un bel caille pour ouais, comment on dit, un bel caille. Ça veut dire que la volonté de paraître fait oublier des questions qui sont fondamentales. Il y a une deuxième chose, c'est que le manque de contrôle fait que des fois, des gens de bonne intention donnent de l'argent pour faire une maison, et puis l'entreprise ne met pas le fer qu'il faut, donc il n'y a pas suffisamment de contrôle, et bon, ils peuvent investir beaucoup d'argent et ne pas être en sécurité. Il y a cette dimension-là. Et la troisième chose que tu propos m'évoques, c'est la question du sauvetage des gens. Je t'ai déjà entendu dire plusieurs fois dans des interventions que, tu vas me rappeler le pourcentage, la plupart des gens qui sont sauvés le sont par les proches voisins le plus vite. Alors, si entre voisins, on ne se parle pas, on a un cancan pour un chien de goyave qui a dépassé, etc., ça rend les choses plus difficiles. Autrement que si dans un quartier, il y a des liens sociaux et un travail de prévention, le nombre de morts que tu souhaitais baisser là, ben, de toute façon, il sera drastiquement baissé. Oui, alors je voulais revenir quand même sur la question du contrôle. En Martinique, quand même, on a progressé. On sait construire par racisme. Bon. On a des architectes, on a des bureaux de contrôle, on a des bureaux d'études, on a des spécialistes. Les deux meilleurs spécialistes français du parasismique sont martiniquais. Didier Déris et Christian Chams. Des moments Martinique, qui formaient à l'université de Marseille-Lumini, d'autres côtés, etc. C'est les deux spécialistes du génie parasismique français, de ça fait. Bon. Donc, sur la question des contrôles, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, bon, on va prendre un exemple. Hein, bon, ça, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Il y a un promoteur qui était à construire un terrain de football. Et bien là, il finit, arrière droit, enfin, ailier droit, pas de ailier gauche là. Voilà. Voilà. Bon, c'est arrivé en Martinique, dans le Nord, quoi. Bon, problème de contrôle, etc. Donc, plus sérieusement. Alors, pour revenir quand même sur la question de l'îlotage et de la préparation citoyenne. Bon, 80% des gens qui sont sauvés, quel que soit le pays au monde, c'est d'abord le voisin, un membre de la famille ou le collègue, si le tremblement de terre intervient pendant l'activité professionnelle. Donc je redis, 80% des gens qui sont sauvés, c'est le voisin, un membre de la famille ou un collègue. Après, pour 15%, c'est les secours institutionnels. Donc ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers, etc. Et puis 5%, c'est l'aide internationale. Là, par exemple, en Haïti, le 12 janvier 2010, il y a eu 1300 sauveteurs d'un certain nombre de pays qui sont arrivés en Haïti. Attendez-moi quand même, nous tirons en bas des combats. Même pas 20. Parce qu'on a oublié de préciser que les Haïtiens ont sauvé des Haïtiens. Mais c'est un truc extraordinaire. On a des témoignages de Haïtiens avec qui je travaille. Il y en a un qui me raconte que Gawan Bouka passé là, en l'arrière, et puis en Bouka crié, m'a pris. Et Jean-Louis était coincé en bas dans le béton. Il reste encore dehors. Bon. Eh bien, il suppliait Bouka, Bouka ne pas faire. Bon, Bouka dit, bon, ben, Bouka verrait bien si à métaux. Et puis, scié, Jean-Blanc. Et puis, libéré Bouka de bloc là, qui était à Genève là. Bouka can vivre toujours. Il est amputé, mais il can vivre. Voilà. Donc, c'est imaginer des situations que nous avons vues, des situations réelles, mais sous pas préparées mentalement
à ces questions-là. Là, par exemple, tout le monde envoie la télévision au Venezuela. Vous avez une dame et vous voyez les mains, la main qui bouge. Et mon questionnement, c'est est-ce qu'on pourra la récupérer? Le docteur Patricia Hieu, qui est avec nous dans l'association, qui était parti avec Chalon, avec cette en Haïti, okay, et qui a vécu 20 ans en Haïti, et qui s'est retrouvé dans la gestion de crise pendant 11 jours sur le séisme d'Haïti à Carrefour. Bon, mais racontez-nous des bails extraordinaires. Il y a un côté arrivé, il y a un petit fille qui est coincé, maman qui est coincée. Bon, mais il n'y a pas de matériel, et ça, il y a péni, c'est un monde que vous pouvez récupérer parmi les deux. Soit maman, soit petit fille. Ils ont crié papa, et puis ils ont dit papa, c'est vous qui avez choisi. Nous, le corps médical, nous n'avons pas choisi, c'est vous qui avez choisi. Est-ce que vous avez quitté madame ou heureuse? Est-ce que vous avez quitté petit fille? Je savais, moi, j'ai enchanté ici. Bon, alors, qui ça vous l'a fait? Eh bien, quittez madame et puis récupérez petit fille. Bon, eh bien, si mentalement, vous n'êtes pas préparé à ces questions-là, pourquoi pas là au Venezuela, là, Lili Bori me disait, le Venezuela, avec qui j'ai travaillé la semaine dernière, une dame qui a perdu ses 4 enfants. Il pète les 4. Bon. Et le problème de fond, c'est le suivi psychologique pour accompagner cette dame. Au moment où elle perd ses 4 enfants. En Haïti, il y a une dame qui a perdu 12 de ses enfants. Qui était en selle. Voilà. Donc, c'est pas G. Et un grand homme, on a discuté, puis il va nous l'entendre, mais c'est pas seul. Dis ces moments là, maman, à force de faire G, puis ça fait tremblement de terre là, nous avons fini par tirer le gros lot un jour. Fin de citation. Donc, ce n'est pas G qui l'a. C'est en question qu'ils ont frappé nous le 11 janvier 1839, ils frappaient nous en 1946. En 1946, par exemple, c'est un tremblement de terre qui fait, et puis il y a une madame qui mord l'oreille. Parce que qu'elle a effondré en face de la mairie. OK? Bon. Donc, nous avons vécu des situations ici. Il faut que ces gens comprennent que faut que nous regardions dans l'histoire, justement, prendre des matériaux qui permettent de nous organiser la sécurité de nous, parce que les experts internationaux, la préfecture, l'État, ça dit nous que nous exposer. Alors, je profite pour dire à Tamara Lusada qu'elle peut appeler au numéro sur lequel elle a envoyé son témoignage, si elle a des commentaires à faire. Notamment, elle a eu l'occasion de m'expliquer ce que le gouvernement chaviste avait commencé à faire en prévision de séisme majeur qui n'a pas pu être continué vraiment à cause des subventions et tout. Donc, si elle peut nous appeler, elle n'hésite pas. Alors, on arrive justement au conseil pratique. Dans un quartier, comment les gens peuvent lancer une réflexion ou une organisation concernant la prévention des risques majeurs? Là, bon, vous faites le travail à l'université populaire, ça, mais là, concrètement, si les gens écoutent Radio Apal, nous avons des comités populaires, qu'est-ce qu'on va leur dire? Bon, j'entends ça, gardez l'émission, si maintenant, qui ça nous a fait? Quel conseil pour lancer une dynamique de réflexion et d'organisation dans un quartier et pour qu'ils se préparent à ces catastrophes-là? Alors, il y a un philosophe qui a dit un jour, prendre conscience d'un problème, c'est commencer à le résoudre. Bon, j'aime bien cette citation-là. Alors, je crois que le premier travail à faire, c'est un problème de prise de conscience. Et qu'on sorte de cette histoire de pesanteur mystique religieuse, où les gens continuent de nous dire que c'est un fléau divin, qu'on ne peut rien, etc., etc. Quelles que soient les religions auxquelles les gens appartiennent, etc., bon, c'est mon ani conviction, mais la géologie ni réalité. La planète ni fonctionnement. Sur le globe terrestre, il y a à peu près 14 plaques tectoniques. On est à la frontière de 2 plaques. Être à la frontière de 2 plaques, mais ça fait du volcan, ça fait la montagne Pelée, qui est en train de gonfler là en ce moment. Ah, justement. Bon, on peut parler de ça tout à l'heure. Bon, ça fait des failles, 14 failles qu'on a sur le territoire de la Martinique, ça fait de la sismicité, donc la planète fonctionne. Tout comme le soleil a fait la feuille, vent qui a fait la feuille, oxygène que nous avons respiré, des hectopascales, etc., etc. Tout ça, il y a dans le fonctionnement global. Bon, donc, il faut que nous soyons conscients que nous pénissons la canicule, nous pénissons le séisme, nous pénissons l'ouragan. Donc, c'est à nous, et M. Césaire a dit un bagage qui est important, il a dit nous sommes des fragments de la nature. Nous, Adam. Donc, nous sommes des corps constitutifs de la nature. Donc, il faut que nous apprenions à vivre. Et puis, donc, pour répondre à la question, la première chose, c'est la prise de conscience. Il faut que nous soyons conscients que nous sommes exposés
Alors, on a vu l'évolution concernant la sécurité routière. Bon, avec la sécurité routière, on a vu apparaître, par exemple, sur le freinage, les ABS, anti-blocage système. On a vu apparaître la ceinture de sécurité. OK? On a vu apparaître le permis à points, etc., etc. Donc, en matière de sécurité routière, nous voyons des évolutions qui font. La ceinture de sécurité. Il y a des gens qui n'ont pas mettre la ceinture de sécurité au début parce qu'ils étaient considérés qu'ils étaient froissés chez mesure. Rappelez-vous de ça. Bon. Et puis quand les gens ont compris qu'on pouvait passer à travers le pare-brise, bon, les gens sont revenus à d'autres considérations. Bon. Donc c'est d'abord le problème de la prise de conscience. Deuxièmement, c'est l'organisation. Alors nous, on avait commencé un travail, notamment sur le quartier Montpito, François, qui s'appelle l'opération Vilaya Pipiri. Vilaya, donc ce sont des petites contrées, des petits villages en Algérie et ailleurs. Donc, c'était une Alors, nous, ce qu'on a fait sur le quartier Montpito, on a invité au siège de l'Université populaire de la prévention toutes les personnes qui avaient une boutique, une petite boutique, sur le quartier. Nous dire, bon, regarde ça, si jamais nous sommes en crise et que nous enclavés, que nous ne pouvons pas sortir, parce qu'un tremblement de terre fait gros roche descendre, là où la barre, nous ne pouvons pas sortir, est-ce que nous pouvons organiser comme épisode pour qu'il y ait un minimum de stock pour que ces gros monde, les personnes vulnérables puissent s'approvisionner. Ils sont venus. Deuxièmement, on a fait un travail où on a pu identifier sur le quartier Montpito, François, tous les professionnels de santé. Il y a le docteur Mpaye et puis Madame Lee, tous les deux qui médecins qui vivent en dit dans le quartier, sauf des fois, bon, sans porter jugement, on a dit, bon, le docteur va venir à la association. Ils sont venus, monsieur et madame, les deux docteurs Mpaye. Les infirmiers du quartier sont venus. Des gens qui habitent le quartier qu'on ne voit pas du tout, ils sont venus. Et tous, on leur a dit, bon écoutez, si on ne peut pas acheminer des personnes sur le CHU ou ailleurs, est-ce qu'on peut compter sur vous dans le quartier pour qu'on puisse faire un maillage? Tous les professionnels du bâtiment, et là, on va saluer José Tomasi, qui est professionnel du bâtiment, qui a adhéré à notre association. Tous les professionnels du bâtiment, ils sont venus. Et nous disent, bon, il faut que vous mettez en stock et ponty. Là, vous, les professionnels du bâtiment, s'il y a des maisons qui sont un petit peu désarticulées, pour nous budgéter, pour empêcher qu'il y ait effondré, etc. Bon, et puis, il faut que vous mettez birin, marteau, marteau-piqueur, etc. Vous avez vu les marteaux-piqueurs sur le Venezuela, d'accord? Des masses, bon, des meules qui ont coupé béton, qui ont coupé acier, etc. Donc, on a fait tout ce travail-là. Et puis, l'autre travail-là que nous faisons, on sait bien qu'après un séisme, avec le réseau que nous avons en termes d'adduction d'eau, ça risque d'être très compliqué. C'est un réseau vieillissant et tout. Nous dit, tout petit trou de l'eau, avant de mettre de l'eau en 1976, Montpito, il faut que nous réhabilitions. Et il y a une association, Prévention Solidarité Mornacajou, PSMA, qui se sont organisés et ils connaissent tous les gens du quartier. Tous les gens du quartier. Et ils l'ont fait à partir de l'ouragan Digne du 17 août 2007. Ils connaissent tous les trous d'eau qu'il y a sur le Mornacajou. Ils ont nettoyé, bien propre, etc. Et ils ont créé un solide. Là, par exemple, ils ont fait un travail sur la plantothèque d'urgence. C'est-à-dire, nous faisons délivrer aussi plantes médicinales utiles en cas de catastrophe naturelle. Donc, on a fait ça avec le docteur Nossin. Voilà, et le docteur Lieu. Bon, pour ça, par exemple, et puis qui plante, on peut arrêter une hémorragie. Comment on peut gérer, et puis un certain nombre de bagailles, bon, des difficultés, des mondes pénis, etc. Donc, on l'a fait aussi sur le Lorrain. Nous faisons à Grand-Champ, Lamentin. Donc, c'est demander aux gens, sur l'ensemble des quartiers de Martinique, de s'organiser et d'essayer de désigner ce qu'on pourrait appeler des leaders spontanés. Donc, c'est des personnes qui sont référentes, qui ont autorité dans le quartier, par exemple, qui peuvent être président d'une association ou bien un ancien policier à la retraite, mais des gens qui peuvent mettre de l'ordre et puis de la discipline et puis organiser les choses pour que ça se passe au mieux. Mais c'est tout un travail qui a déjà commencé, mais qui a du mal à se poursuivre. Je suis obligé de le dire. Alors, on va faire une petite pause musicale pour respirer, parce que cette partie-là m'intéresse tout particulièrement. On va détailler ça. Alors, si Thierry, tu peux nous mettre une petite musique le temps qu'on respire, qu'on prenne un petit peu d'eau. Et puis surtout, je rappelle à Tamara Losada que si elle est disponible, elle peut nous appeler pour pouvoir donner le témoignage de l'organisation Venezuela. Petite pause musicale.
Puis ça a loin. Alors voilà, nous reprenons notre émission. Nous prenons la main avec Albert Parcelin et le thème c'est la préparation pour affronter les séismes majeurs. Et là, j'avais fait la petite pause parce qu'on prenait une partie d'après-moi essentielle. Tu as parlé de référents quartiers, de personnes qui fassent autorité. Tu as parlé d'expériences qui sont concluantes, mais pour que ça marche, il faudrait que ce soit général, national. En fait, c'est en toute coin Martinique. Or, nous avons, paraît-il, le tissu associatif le plus dense entre guillemets, de France. Et sur ces milliers d'associations, qui sont par dizaines dans chaque commune, est-ce qu'on ne pourrait pas émettre l'idée que chaque association organise une rencontre pour donner tous ces éléments que tu as apportés et recenser les personnes qui seraient volontaires. Alors évidemment, ça peut se faire avec toutes les municipalités qui aient une sensibilité, quelle que soit leur politique d'ailleurs, sur ces questions-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Université populaire lance un recensement, un appel à la mobilisation de tout le monde à partir de telle date, voilà la méthode, voilà les outils, voilà, etc. Comment tu vois ça? Alors, nous a fait travail là, mais il n'est pas simple. Hein? Alors, nous avons parti en loi, 17 août 2004, dite loi de modernisation de la sécurité civile en France. Article 4, qui a dit que le premier acteur de la sécurité en France, c'est le citoyen lui-même. Après, les autorités qui ont fait taille. Bon. Donc, ils mettent en place les réserves communales de sécurité civile. Bon. Nous tenions une discussion là, et puis un préfet, donc il nous a informé que 50% des communes de Martinique, alors que le texte date de 2004, on est en 2026, ça fait 22 ans, il y a seulement 50% des communes qui ont pu mettre en place une réserve communale de sécurité civile. Alors, une réserve communale de sécurité civile, c'est quoi? C'est des citoyens dans la commune qui se portent volontaires près de la mairie, qui vont passer un engagement et qui vont aider les institutionnels à faire des choses en gestion de crise. Par exemple, ça peut arriver qu'un membre de la sécurité civile soit chargé d'aller au chevet de personnes qui sont âgées. Porter de l'eau, porter manger, après en crise, garder si on allait bien, etc. Signaler au CCAS les difficultés qu'il y a, etc., etc. Bon, ça ne marche pas trop fort. Et ça, c'est pas normal. Bon, parce que je le redis, on a 1442 pompiers
pour 350 000 habitants. Il ne peut pas y avoir un pompier au chevet de chacune des personnes impactées en cas de crise sismique. Ça, il faut qu'on le comprenne. Donc ça veut dire que la responsabilité, c'est nous. Comme tu l'as dit, Robert, on a plus de 5000 associations sur le territoire de la Martinique. Un foisonnement d'associations. Donc nous avions proposé à certaines municipalités qui accordent des subventions aux associations sur la question du risque sismique notamment, si les mairies sont conscients de leurs responsabilités, parce que le maire est responsable de la sécurité sur le territoire communal, en application du Code général des collectivités territoriales. Bon. On leur disait, si vous devez donner une subvention de 1 000 euros à une association, proposez-lui 1 200 euros, par exemple, si cette association-là considère qu'il faut former dans l'association un certain nombre de gens formés au premier secours. Il y a 2 premiers secours maintenant, premier secours physique et premier secours santé mentale. C'est la santé mentale, c'est un objectif français en 2025 et 2026. D'accord? Bon. Et puis, si vous devez donner 1 000 euros à l'association et qu'ils n'ont pas fait ce geste-là que vous demandez, proposez-leur 800 euros. Ah, ça fait un débat. Ça fait un débat. Si tu veux aider la commune, on te donne 200 euros de plus. Si tu ne veux pas, eh bien, on te donne 200 euros de moins par rapport à ce qu'on pouvait te donner. C'était simplement pour nous permettre d'avoir un corpus dans les associations de gens formés au premier secours. Deuxièmement, ce qu'on a proposé aux mairies, où il y a des clubs sportifs. Les gars, notamment au football, ils s'entraînent le mardi, le mercredi, le jeudi, au cas où le samedi ou le dimanche. D'accord? Donc ça veut dire que physiquement, ils sont en situation de... Et en cas de crise, on peut avoir besoin de gens qui sont physiquement capables d'aider des personnes qui sont en difficulté après une catastrophe naturelle, par exemple. Donc on a proposé que dans les clubs sportifs, que la formation au premier secours soit obligatoire pour quelqu'un qui va signer, par exemple, une licence de football, une licence de karaté, une licence de handball, etc., etc. Donc on est allé très très loin. Alors là aujourd'hui, là où ça pêche, c'est que si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, 90% des gens ont une formation au premier secours. Mais les Allemands ont réglé ça depuis des années. Pour un Allemand, si tu n'as pas l'attestation de premier secours, tu ne peux pas avoir le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur. Ils ont réglé cette affaire-là. Bon. Dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, Danemark, ils sont à 80%. Nous, on est en train de travailler avec les parlementaires sur un projet de loi. Bon. Le projet de loi, c'est on va adosser la délivrance du permis de conduire à l'obtention de l'attestation de formation au premier secours. Bon, la question où ça bloque là aujourd'hui, pour le jeune par exemple qui va passer son permis, qui va payer la formation de premier secours? Bon, alors nous on pense que l'AFD peut faire ça. Mais l'AFD va nous dire que ce n'est pas dans ses attributions. La Caisse des dépôts et consignations, qui a de l'argent, on pense que la CDC peut le faire aussi. Bon, l'objectif c'est quoi? C'est de considérer qu'aujourd'hui, en Martinique, on n'a que 8% de la population formée au premier secours. En mon cas tombé devant là, il a fait une hémorragie, eh bien, pourquoi il fait le 15 d'accord, mais s'il prie dans l'embouteillage, le temps est arrivé, 5 litres sang, mon année, qui a vu décoller rapidement. Donc, il faut que ça jugulaire en hémorragie. Et le docteur Patricia Ayeun nous disait que dans le séisme d'Haïti, en retour d'expérience, qu'on a vu le plus souvent, c'est les polyfractures et les hémorragies. Bon, donc, vous avez un réseau routier qui est extrêmement fragile. Là, j'ai été reçu par un monsieur, la semaine dernière, non, il y a 10 jours, à Sainte-Marie, chez lui, un ancien ingénieur de la DDE, qui est à la retraite depuis 14 ans, et qui a travaillé sur la constitution du réseau routier de la Martinique. Et il a sorti 2 ouvrages. La construction du réseau routier martiniquais, de 1635 à aujourd'hui, un travail de recherche que Bougla fait. Bon, là, on a un problème qui est la vulnérabilité du réseau routier martiniquais sur un sol extrêmement argileux et fragile. Bon, comment acheminer les personnes vers les sites hospitaliers? Ça va être compromis, ça va être compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faut soigner les gens au plus proche de l'endroit où ils auront été impactés, et singulièrement dans le quartier. Et dans le quartier, il te faut avoir des secouristes.
il te faut avoir des kits collectifs de première intervention. Il te faut avoir du matériel. Là, par exemple, la mairie du Lamentin a mis un budget. Et le budget de la mairie du Lamentin, c'est quoi? Dans chaque quartier, on va positionner un conteneur avec du matériel. Okay? Et dans le quartier, il y aura une personne référente, ça va créer un leader spontané avec les clés, donc une ou deux personnes avec les clés. Et en cas de crise, la mairie, les services de la mairie, madame... bref, j'oublie son nom. Bien. Non, il va être fâché contre moi, le responsable de la sécurité. Bon, bref, des choses qui arrivent. Bon, je vais retrouver. Donc, dans chaque quartier, il y a un conteneur avec du matériel prépositionné. Voilà, Judith Lambourieux, pardon. Donc, des clés sont distribuées. Et là, les citoyens par eux-mêmes, avec leurs référents, ils gèrent. Okay? Yeah. Et quand ça dépasse un certain niveau, à ce moment-là, c'est la mairie qui prend la main. Bon, là, ils ont... Et ce qui est intéressant à Lamentin, c'est qu'ils ont, dans un conseil municipal, budgétisé ça. Et c'est ça, la force. Parce qu'à parler, c'est une chose. Mais aligner des budgets pour faire des choses conséquentes, des fois, c'est pas forcément évident. Ouais. Bon. Donc, nous, on est sur ce truc-là et on espère qu'un jour, qu'on va gagner ce combat-là, d'avoir... Alors, je suis allé à l'ADN vérifier combien de Martiniquais passent le permis de conduire une voiture ou une moto. Sur les 3 dernières années, 13 000 jeunes. C'est pas belle, ça? Mais si 13 000 jeunes sont là, vous organisez pour qu'ils fassent formation de secouristes là, avec un recyclage tous les 2 ans, eh bien, nous avons 50 000 secouristes formés et recyclés sur une période de 10 ans. Il tient pour nous, les ministres de l'environnement, nous. Bon, bref. Non, il faut des sortes de décisions qui orientent les budgets. Bon, je ne vais pas prendre ce... Mais pour dire que, comme je reviens à ce que tu disais, avec la volonté, parce que si la municipalité du Lamentin a pu faire un budget, puis tout le monde peut le faire. Oui. Tous ceux qui le veulent, en tout cas. C'est une question de volonté politique. Mais si le politique lui-même ne comprend pas qu'un jour, ça peut être compliqué. Là, par exemple, si on prend l'année 2007, on a eu 2 risques majeurs de l'année 2007. L'ouragan Dine, catégorie 2, des vents de 147 km/h, 210 km/h en rafale. Okay? Mais attention, Dine, c'est une facture de 511 millions d'euros. Dine, c'est 6 000 maisons impactées, 1238 maisons détruites à 100%. Dine, c'est 4 morts. Parmi les 4 morts, il y a un jeune Tibougla dans le sud de la Martinique. C'est fini vers Tikaï, belle Tikaï, pardon. Propre, nickel, neuf. Le lendemain matin, le nom souffle ça. Tu m'y sais pas de quoi. Nous, on a la question de préparation mentale de la population. Oui. OK? Bon. Donc, on a eu sur l'année 2007, Dine, 3 mois après, le tremblement de terre du 29 novembre 2007. 2 phénomènes majeurs sur l'année. Et on avait espéré qu'au niveau politique, que ça aurait peut-être bousculé les consciences et que non, on est retombé dans une léthargie qui est insupportable. Ça, c'est pas recevable du tout. Bon. Alors, nous ne pas qu'à désespérer pour autant. Bon, puisque le travail là, il faut que nous continuions de faire. Alors, des fois, c'est compliqué. Parce que, bon, on parle du sismique là ce matin, mais il y a les ouragans. Il y a les ouragans. Et puis il y a la montagne Pelée. Oui. Bon, alors on a bataillé pour que le plan Orsec, Orsec ça veut dire Organisation de la réponse de la sécurité civile. Le plan Orsec avait été mis en place en 2002, pour le centenaire de l'éruption, 1902-2002, qui a fait 100 ans. Et puis, il y a les inspecteurs du ministère de l'Environnement qui sont venus ici, qui disent non. Vous êtes dans une zone éminemment exposée au risque sismique, au risque volcanique, il faut faire des choses. Et ça me permet, si tu permets, ça y est, une petite virgule quand même, concernant Haroun Tazieff. Oui. On lui doit beaucoup à ce monsieur-là. Haroun Tazieff a pris un décret du 14 avril 1991 qui a érigé la Martinique et la Guadeloupe dans les 2 parties du territoire français les plus exposées au risque sismique. Tazieff nous a doué ça. OK? Et au moment où on a parlé, donc le 22 octobre 2010, ils ont remodifié légèrement, mais ils ont toujours quitté nous dans les 2 parties du territoire français les plus exposées au risque sismique, la Guadeloupe et la Martinique, et la ville de Nice, en PACA, après. Bon, ça c'est du Haroun Tazieff. D'accord? Bon. Ben on le dit,
Pour les politiques qui écoutent l'émission là, de M. Saïd là aujourd'hui, donc on dit Taziev fait travail là. L'Institut physique du globe de Paris fait travail. C'est des sommités internationales. Là, par exemple, il y a un type qui s'appelle Paul Taponnier. Monsieur, c'est en sommité internationale. C'était en sommité internationale, puisqu'il est décédé il y a à peu près 2 ans et demi. Nous allons ici. Et puis Franck Hubert. Alors, nous dit que nous apprenons que Rovini fait en opération technique au large de la Caravelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé qu'on lui prête un bathysgraphe de l'Ifremer. Il descend en profondeur et il dépose des capteurs. Côté là, on a un phénomène de subduction qui a à 4000 mètres de profondeur. 4 km de profondeur. Bon. Et puis, il fait prêter un bateau, l'armée française. Il est allé, 2 mois après, il a fait, et puis des GPS, remonter ces capteurs qui avaient été posés dans ces failles-là. Mais c'est parti, puis ça, Strasbourg. Ils ont ouvert ça, considéré ça en boîte noire, et puis ils ont regardé les données qui étaient en dîner. Et puis ils ont mis ça sous cloche. Alors nous arrivons jeune monsieur, nous montons Paris, moi et puis Franck Hubert, nous allons voir Paul Taponnier. Paul Taponnier, avant il mort, il a fait un grand dossier sur le risque sismique au Tibet, de sommité internationale. C'est pas indien. Alors, nous, nous avons vu ça en tant que Martinique impliqué dans la prévention, qui ça qui a dit dans là. Nous, comme le préfet vous a pas dit, nous dit non. Et puis, il dit nous, bon, comme ce n'est pas nous qui finançons là, qui demandé, ben, vous en êtes où? Alors, nous avons dit oui, on fait de la prévention, on est sur le radio à parle avec M. Robert Saé, nous parle là. Le type nous dit, mais ce que vous faites là, mais c'est rien. Je dis, bon. Donc, quel doit, monsieur, vous permettez? On sillonne le pays, on fait des conférences, on est partout. Il dit, ce que vous faites, c'est 1% de ce qu'il y a à faire. Écoutez bien, ça y est. Paul Taponnier nous dit, vous êtes assis sur une bombe géologique. J'ai le sentiment qu'il ne se passe rien dans votre pays Martinique. Vous êtes assis sur une bombe géologique. Paul Taponnier. OK? Bon. Donc, c'est pour dire que les scientifiques ont fait leur part de travail. Là, au niveau de la citoyenneté, on fait notre morceau, mais là, je pense qu'il faut que les politiques montent de cran là, sur cette question-là. Parce qu'après Haïti, après le Venezuela, on sait qu'on est exposé à du 8,5 de magnitude, que ça va être un moment terrible pour la Martinique. Et quand je dis ça, bon, on a ouvert d'autres dossiers. Le dossier de l'aéroport, la piste de l'aéroport. La piste de l'aéroport, elle a été construite aux environs de 1947. On déplace un peu la rivière La Lézarde pour installer la piste de l'aéroport. La piste de l'aéroport fait 3000 mètres. Okay? En cas de séisme violent, on perd 2/3 de la piste. Donc on perd 2000 mètres en l'air, 3000 mètres. Donc ça veut dire que ça compromet l'arrivée des gros porteurs. Donc ça compromet l'arrivée de l'aide internationale. Bon. Alors, en plus, en cas de tsunami, sur l'avion va atterrir au niveau 0, par rapport à tout le monde en sait ça. Bon, en cas de tsunami, on est pris là-dedans. Alors, on nous raconte des petites brochettes, comme ça, etc. Et puis, il y a un type qui me rencontre un jour qui me dit, monsieur Marcelin, je travaille là-dedans. On ferme l'aéroport des fois à 22h, quand on ouvre à 5h du matin, mais nous, on passe notre temps à boucher des trous. Parce que la piste est vulnérable. OK. Bon. Alors, il y avait un vieux dossier sur la construction de l'aérodrome de Basse-Pointe. On pousse pour le réactiver. Donc, une étude est terminée. L'Etchimi m'invite à venir à Basse-Pointe pour présenter le projet de l'aérodrome de Basse-Pointe. C'est pour nous foutre nous en vol des bateaux. Qui a autorisé ça à prendre terre agricole pour faire un aérodrome. Alors, nous avons dit, mais pendant la Covid, il y a des gens qui trappent le Covid qui sont en urgence absolue et en urgence relative. Qui ça y a fait? Et puis Air Caraïbes. Ils ont modifié ça avion et puis ils ont fait avion sanitaire. Ils ont mené, d'ailleurs il y a un élu qui est mort, qui n'est pas vieux. Bon, bref. Ils ont mené dans les hôpitaux par ici. Donc on a fait un transfert aérien. En cas de séisme, qu'est-ce qu'on fait? La question est toujours là, l'actualité. Bon. Laissez-moi là entrer en l'air, le Chili, Basse-Pointe. On va dire, bon, ça, Melka dit, les branches, c'est pas ça qu'il a dit, les bralagues. Ça, Melka dit, les branches, c'est pas ça qu'il a dit, les bralagues. Autrement dit, on peut avoir un discours avant la catastrophe,
mais après la catastrophe, comment on gère l'arrivée de l'aide internationale? Ne serait-ce que l'aide française. Bon. Et je dis, attention, Saint-Martin a 2 aéroports. Sainte-Lucie ni 2. Barbade ni 2. La Guadeloupe ni 3 pistes. Il ni Baïf, Saint-François et Rézé. Nous ni en piste et vulnérable. Et m'a dit, tenez-vous bien, la Dominique est en train de construire un 3e aéroport financé par les Chinois. Un bitim bagaille. Bon. Nous, on fait comment? Alors, je ne jette pas la pierre à la SAMAC, qui a fait des millions d'euros de travaux pour faire une extension de l'aéroport, pour accueillir 2 ou 3 millions de passagers, je ne sais plus, enfin, etc. Mais toujours est-il que nous avons une piste vulnérable. Comment on fait? Donc, quand tu as cette situation-là, ça t'oblige à avoir un schéma mental de traitement endogène. Ça veut dire que ça dit d'un pays à vous trouver des ressources pour gérer au mieux les choses. La plantothèque d'urgence, le kit de survie, la formation de secouristes, les nouvelles relations avec les voisins. Là, par exemple, sur le passage de Dine en 2007, il y a un bout, il fâche et puis le voisin, il prend sa fait bonne. Depuis des années, il n'a pas dit l'autre bonjour. Il va passer, puis il soufflait, il prend la toiture là. Le bouga regarde, il dit, constamment, quand il dit, il ouvre la porte, il fout un coup de pied à la porte voisin, en bas la pierre, puis boum, et voisin, excusez-moi, il est fâché depuis 25 ans. Voisin a fait entrer, il baille le linge, puisqu'il a été mouillé, il fait un café, baille, etc. Plus près de l'église, c'est clocher. Et ça, on n'arrive pas encore à faire passer cette idée-là, parce qu'aujourd'hui, au sein militant, ça, vous connaissez ça bien, la Martinique a bercé tout doucement dans un individualisme forcené. Et ça... Et en plus de l'individualisme, ni mallette mentale là que tout le monde en est, puisque la crise là tellement fort, la vie chère, ou peut pas soin corps, et tu m'en maillot, pas 40 ans et puis, ça veut dire que tu as un mal-être mental profond en plus de l'individualisme. Alors, Haïti, c'est 22 fois la superficie de la Martinique. Le Venezuela, c'est X fois la superficie de la Martinique. Même la zone qui a été touchée entre Caracas et Guerra est plus importante en superficie que la Martinique. Bon. La Martinique, c'est un petit écart le pays, 80 km de long, c'est 30 de large. Ouais. OK? Donc ça veut dire que quand vous avez un phénomène sismique majeur sur un territoire aussi petit, donc vous imaginez bien que le désastre sera immense. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à développer des solidarités, de nouvelles solidarités dans le pays, que les gens s'équipent, que les gens se forment, etc. Parce que de toute façon, il y a l'Organisation des Nations Unies, le répète, on est seul au monde pendant 72 heures, pendant 3 jours. Après Chido, à Mayotte, là, le fameux ouragan là, à Chido, Mayotte, nous, Université populaire de la prévention, nous rajoutons 2 jours, 5 jours. Ça veut dire qu'à Mayotte, il n'y a des côtés, ni la gendarmerie, ni la police, ni les pompiers, pas qu'arriver entrer. Parce que le réseau routier a été foutu. Et il y a des gens qu'on a trouvé des lustres et des lustres. Et puis, je me rappelle quand même qu'il y a un préfet qui t'a annoncé 10 000 morts sur Mayotte, pour la petite histoire. Okay? Pour la petite histoire. Bon. Donc, lorsqu'on est vraiment conscient de cette affaire-là, on s'organise, on crée de nouvelles solidarités à l'intérieur du pays. Et surtout, et c'est pour ça que nous, on demande un congrès des élus sur cette question-là. Alors, pour faire la pédagogie très rapidement, le congrès des élus, c'est les 2 sénateurs, les 4 députés, les 34 maires, l'ensemble des membres de la CTM et puis les communautés d'agglomération. Voilà. Donc que tout ce monde-là se réunisse et qu'on se dise, bon ben voilà, après le Venezuela et Haïti, eh bien ici en Martinique, on va... Il y a urgence. Et il y a urgence. Oui, alors on va prendre la dernière demi-heure de notre émission-là et j'aimerais que tu évoques pour ceux qui nous écoutent ce qui est déjà. Alors, il y a l'université populaire qui fait le travail de formation, mais il y a des gens qui prennent des initiatives. Par exemple, il y a une entreprise qui vend des kits de survie. Il y a l'initiative d'Emmanuel Marie-Luce Sécurité. Alors, quelqu'un qui a pris conscience, il va acheter le prix que tu as conseillé, mais qu'est-ce qu'il doit faire là pour se préparer en tant que famille? À qui il peut s'adresser? À qui peut-il... vers qui peut-il se tourner, etc. Là, maintenant. Alors, là, par exemple, ce qui me paraît important, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps sur la question du risque sismique, c'est la formation en premier secours. Donc, il y a les pompiers qui font cette formation-là. Il y a Émergence Secourisme,
qui est une association qui fait du secourisme aussi. Il y a l'association des secouristes martiniquais. Donc quelqu'un peut aller vers ces organismes-là. Je souhaite faire une formation, bien mettre mon fils en formation. Voilà. Là, ça. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que ce soit les associations, partout où elles sont en Martinique, qui prennent ces initiatives-là et se rapprochent de l'émergence secouriste, de l'association secouriste. Si j'ai bien compris, l'association fait une réunion de quartier, dit Voilà. bon, qui veut, etc. Voilà. Et ça coûte 60 €. Avec cette liste-là, Voilà. elle se dirige vers les associations. Et peut-être que c'est encore plus intéressant parce que quatre camarades dans le quartier a dit bon, nous allons aller ensemble. Et donc, ça fait. Et puis, si c'est l'association qui couvre, c'est plus facile d'être financé pour des formations comme ça. Voilà, absolument. Donc là, par exemple, il faut qu'on mette en place un programme, mais je dis bicéphale. Premier secours, santé physique, et premier secours, santé mentale. Bon. Parce que, par exemple, là, on est en catastrophe naturelle qui a fait, il y a à peu près 4 étapes en santé mentale. Première étape, on le voit au Venezuela, c'est la sidération. Ouais. Première étape. Deuxième étape, c'est l'entraide. Les gens sont sidérés. Après, 80% des gens qui sont sauvés, c'est le voisin, enfin, etc., le collègue, le membre de la famille. Et troisième étape, c'est la colère. Ah ouais. On peut arracher. Ah ouais. En Haïti, à Préval, au Venezuela, président provisoire, là, machin, nous pas machin. On regarde ce qui s'est passé au Venezuela, on l'a vu en télévision. Il y a une équipe de militaires qui sont arrivés, gros mitraillettes là, et puis le monde en bas des combats, et puis le monde est désolé. Et c'est mon entrée, ces militaires-là, dit déposez, les autres Vénézuéliens comme nous-mêmes, déposez ces fusils-là, venez nous un coup de main pour nous garder si nous tirer papa, nous, mais tu vas nous qui en bas des combats. Et ils se sont exécutés, ils ont déposé les armes, et puis ils ont allé de ces mounins, comme les militaires, pour lever dans le béton, pour faire ceci, pour faire cela. Donc, troisième étape, c'est la colère. Et puis après, la quatrième étape, donc c'est surtout la question de l'acceptation de ce qui s'est passé pour commencer le travail de deuil. Donc, quel que soit le pays, donc Ludwina Colbeau-Justin, qui est une psychologue d'origine latino-américaine, avec qui on a beaucoup travaillé, a fait tout un travail de recherche sur les peurs et les tensions face aux catastrophes naturelles. Et ces 4 phénomènes-là que j'ai cités là, de la sidération jusqu'à l'acceptation, eh bien, quel que soit le pays au monde, on aura à connaître ça. Bon. Alors, il y a les élus aussi, il faut qu'ils fassent ce travail personnel-là, parce que, bon, un élu, c'est d'abord un être humain comme nous-mêmes, qu'on met en responsabilité, mais il faut qu'ils ait même organisé comme eux aussi, parce que leur élu, si quand il va avoir un bas sismique, et puis il tombe en l'heure. On l'a vu en Afghanistan en 1999, il y a eu un séisme, tout état-major là-bas. Ils sont tous là, tu es dans une réunion, et puis ben, là, il faudra aller. Bon, mais là, ça fait. Eh bien, ça est peut-être que vous dans le quartier là. C'est vous qui êtes le leader spontané. Vous savez, parce que c'est mon nom qu'on est, M. Robert, ça y est. Et c'est mon nom dans la crise là, et puis il n'y a pas qu'à la mairie, il n'y a pas qu'à X, il n'y a pas qu'à Y. Tout le monde a déballé la caillou, et puis il faut qu'on baille en idée, il faut qu'on baille en orientation, etc., etc. Donc la question des leaders spontanés aussi, il faut qu'à travers les associations, qu'on puisse les former. Ce sont des gens, des jeunes qui font autorité, qu'on puisse justement amener les gens. Alors, parce que ça risque d'être aussi, comme je disais par rapport à l'indiscipline, un bordel généralisé. Et notamment sur les profitations concernant les plus âgés. Alors, quand je dis ça, je pense à l'ouragan qui avait frappé la Louisiane. Ok? Bon. On a mis 2000 personnes dans le Superdome. Katrina. Ok? Bon. Ça a été chaud. Il y a eu des morts, des assassinats, des profitations sur les personnes âgées, des viols. Et France Inter a fait un sujet là-dessus il n'y a pas longtemps. Il y a des gens, plusieurs personnes qui sont décédées dans le Superdome, qui sont restés là une semaine avant que les autorités viennent tirer en mi-temps ces mouvements qui réfugiés. Ok? Donc, lorsqu'on pose des problématiques de la discipline, eh si dans un quartier, on a un policier, un gendarme à la retraite, par exemple, en activité, c'est eux, justement, qui doivent permettre que sur le quartier, que les choses se passent au mieux, que l'organisation de la sécurité sanitaire ou autre se fasse au mieux. Là, par exemple, le nouvel hôpital du François,
qui est construit aux normes parasismiques. C'est le seul hôpital de la Caraïbe comme ça. Attention, 100% isolé à la base. Bon, comme le nouveau plateau technique du CHU. Mais qu'est-ce que j'ai répété plus d'une fois à Maurice Santis, à toute son équipe, hein, à l'actuel maire et aux autres, m'a dit, un super hôpital comme ça, si dans votre plan communal de sauvegarde, vous n'avez pas imaginé que dès la crise, il faut qu'on mette les gendarmes et puis policiers, et puis vigiles à l'entour de l'hôpital là, ou pas de l'hôpital encore. Parce que comme dans un pays qu'on paie la peine, qui ça c'est mon gars fait? Il y aura deux pas aller au CHU, mais là il y a l'hôpital neuf au François, et bien il y aura pas de 200 malades morts, blessés, l'hôpital a bloqué. Et si on pas arriver filtrer, et puis en sas de sécurité, police, gendarmerie, vigile, personne référente, etc., tu n'as plus d'hôpital. Et on leur dit dans vos plans communaux de sauvegarde, il faut faire ça. Le nouvel hôpital du Saint-Esprit aussi, il faut que vous imaginez ça. Alors, on a commencé par dire qu'en cas de catastrophe, il faut former les gens, mais qu'ils soient déjà préparés. Et on a commencé à énumérer les dispositions à prendre. Association pour pouvoir organiser tout. Mais il y a des mesures qui sont déjà prises. C'est sur ça que ça fait introduit des endroits où on fait des équipements là. Oui, à Marilus avec sécurité. Il y a ça, il y a la l'association qui vend des kits, etc. C'est une entreprise. Hein? C'est une entreprise, voilà. La société risque, oui. Voilà. Alors, là maintenant, quelqu'un qui veut se préparer, quels conseils on peut lui donner? Alors, les conseils, donc, je le redis, donc c'est d'abord la formation de secouriste, on a réglé ça. Bon, il y a la société risque qui vend du matériel déjà préorganisé. Donc, le téléphone, c'est 600-676, hein, un fixe. 600-676. Donc, les gens peuvent appeler. Et puis, en fonction de la composition familiale, parce que c'est important, un kit de survie pour un bébé de 4 mois ou de 2 ans n'est pas le même que celui de papy ou celui d'un adulte de 50 ans. Hein. Chaque monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, théoriquement, il faut avoir un kit par personne. Est-ce qu'un parent a le courage de dire à son enfant qui lui demande un iPhone de 900 € et book, je t'offre un kit de survie? Oui. Alors, là par exemple... l'équipe d'Alfred Marie-Jeanne avait fait sur un certain nombre de communes une distribution, je crois, plusieurs milliers de kits de survie. Bon, mais c'est pour montrer à quel niveau de constitue un pays. Donc, je connais le sac de survie. Je vais avoir un bouquet de kits de survie en deux. Je vais aller et puis ça. Quand même, on travaille, je vais aller là. Donc, comme ça, un bouquet dans le BTP. Il n'y a pas tout, il n'y a pas tout, mais c'est pas pour ça, il y a pas puis en cas là, on va mettre des médicaments, on va mettre lingeau, on va mettre une bouteille de l'eau, on va mettre tout. Eh bien, il prend et puis voilà. Et puis quand nous sommes venus dire même ici, on va faire ça mon. Et pourtant, il y a gratuitement. Et qui t'a été vaut 70 €. Donc il y a déjà le kit dont on doit se procurer, Il y a on a parlé de Marilus. Oui, alors Marilus, effectivement, donc il fait un gros travail de recherche justement sur le phénomène de l'écrasement et tout. Mais à présent, c'est des financeurs et il a cherché. Parce que bon, il faut quand même homologuer ça des côtés, en France notamment. Bon, le problème là, c'est Francisco, mes amis. Hein. Rappelez-vous, le 29 novembre 2007, Francisco, si j'ai bien compris, il était sous assistance respiratoire. Il était gravataire. Bon, l'eau est dans une situation comme ça. Et je pense à toutes les personnes âgées dans une Martinique qui vieillit, qui en a encadrement et puis il y a un tremblement de terre. Donc, ça préférable qu'on ait un système tel que celui que Marilus préconise, qui a fait qu'au panier, phénomène d'écrasement qui est fait, on laisse ces mondes là. Donc, il y a l'originalité d'avoir réfléchi à cette problématique-là. Mais là, maintenant, c'est comme les tables scolaires parasismiques. Oui, aussi. Un architecte, Franck Hubert. Un ingénieur, Nido. Un ferronnier, Nido. Un ingénieur, Roseman. 3 Martiniquais créés en table scolaire parasismique. Comme ça existe au Japon. On finit disant qu'il y a 70% des écoles primaires de Martinique qui sont pas en norme parasismique. Nous pouvons mettre un table scolaire parasismique inventé par 3 Martiniquais à dans l'école vulnéraire. Comment comprendre ça? On va approcher de la fin.
Et quel conseil tu nous donnerais aux associations, enfin à tous ceux qui veulent se préparer au séisme majeur? Alors, avant de répondre à ta question, Oui. le préfet nous a reçus le 24 novembre 2025 à 15h. Bon. Nous allons voir, on lui a remis un document avec 52 propositions, okay, sur les risques majeurs de manière générale, au-delà du risque sismique. Naïvement, on a pensé qu'après le Venezuela, alors que le préfet nous avait dit, ouais, effectivement, je fais un beau travail là, qu'il nous aura appelé pour faire le point. Tu parles. Bon, la CTM, donc l'élu du conseil exécutif en charge des risques majeurs et des grands travaux, nous a reçus en janvier 2023, dans l'ancien conseil général. Enfin, ça va. Et il avait été annoncé que le président du conseil exécutif nous recevrait dans le mois d'après. Ça fait 3 ans. Donc, on avait mis sous France Nouvelle. De ouais que tous les préfets qui se sont succédés, on les a vus. On a posé tous les dossiers sur la table. On a fait des propositions. On a voyagé. On est allé à l'extérieur. On a fait la connexion avec des gens qui sont compétents sur ces questions-là à l'étranger. Au niveau de la Martinique, le Kameneno, la messe disait pieds nus. Et ça, ce n'est pas supportable. Bon, donc c'est pour ça qu'on a demandé un congrès des élus. Et on espère qu'on l'aura pour faire le point sur cette question-là, premièrement. Deuxièmement, au niveau des Martiniquais, partout où ils sont, là par exemple, on est 400 adhérents répartis sur 29 communes. Bon, ben, on est arrivé que sur 350 000 habitants, qu'on aurait pu avoir 800, 900 000 adhérents à 30 € de cotisation pour l'année. On en est très loin, nous à 400. Et ça n'est pas recevable. Là, on m'a dit de manière tout à fait officielle, je commence à fatiguer un peu. Parce que l'âge là va monter. C'est pas d'une des trois bagailles, enfin, comme j'ai dit dans le pays là. Bon, fort heureusement, on a une nouvelle génération là qui nous a rejoint au conseil d'administration de l'Université populaire de la prévention, où on est 7. Donc on a une jeune là qui a fait un bon cursus universitaire, qui est vice-présidente aussi aujourd'hui. Donc on est en train de passer le flambeau dans l'esprit de ce que disait Fanon. Chaque génération dans une relative opacité pour accomplir sa mission ou la trahir. Bon, donc là, on aurait bien aimé qu'un certain nombre de jeunes, mais des gens sérieux, viennent avec nous pour continuer ce travail. Et je pense que ça existe. Donc, il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on va faire une autre émission. Et notamment où tu pourras venir avec des membres du conseil d'administration. Mais avant quand même de partir, quand même, il faut quand même que sur la montagne Pelée, qu'on dise 2 petits mots quand même, parce que c'est un point d'actualité. Bon, alors, on va dire les choses très calmement. La montagne Pelée est en train de préparer sa prochaine éruption. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Bon, on ne veut pas revivre ce qui s'est passé en 1902. Parce que je rappelle quand même que si on a un seul quotidien aujourd'hui en Martinique, à Saint-Pierre, il y en avait 11. Hein? Bon. Et dans les quotidiens, là, en 1902, il y a cette phrase assez extraordinaire, terrible. Je cite, Saint-Pierre n'est pas plus en danger au pied de la montagne Pelée que Naples au pied du Vésuve. Bon, on a vu ce qui est arrivé. Bon. Donc là, le grand problème que nous avons sur le plan ORSEC qui a été actualisé, c'est l'accueil à domicile. Donc on a fait un petit travail de recherche dans le sud. C'est mon dit nous, ouais, yo d'accord. Oui, si vous avez des compatriotes, on peut faire un peu, mais pas plus de 4 jours. Alors, c'est mon qui a commencé à dire, ouais, mais on va prendre mon caillou, il a ouvert frigidaire, télécommande là, c'est lui qui, pour télé, c'est lui qui les mène, il a mangé, il a dormi, bon. Mais mon a sorti en zone dans les 12 communes là autour du volcan. Mon n'a pas ni caille encore, il n'a pas ni travail encore. Il faut qu'on mette l'école dans le sud, etc., etc. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, il y a un phénomène de jumelage qui a été mis en place par la préfecture. Et dans le jumelage, on demande aux maires de faire des exercices. Parce que quand, par exemple, vous prenez le Lorrain, par exemple, où vous aurez à déplacer au moins 3200 personnes vers la ville référente, qui est le François, ça demande une organisation assez particulière. Bon. Alors, au moment où je dis ça, on est en train de fêter les 50 ans de l'éruption de 1976 en Guadeloupe. Je rappelle quand même qu'en Guadeloupe, on a déplacé 76 000 personnes de la Basse-Terre vers la Grande-Terre. Bon. Et les gens étaient persuadés qu'ils étaient partis peut-être pour 1 semaine, 2 semaines. Ils ont parti 6 mois, de juillet à décembre.
Donc ça veut dire que dans une logique de déplacement de la population martiniquaise, il faut que les gens sachent que les gens qu'on va accueillir dans le sud, parce que la montagne Pelée, c'est quand même un volcan assez particulier, de type Pelée, hein, Ouais. ok? Donc ça peut prendre du temps. Et les préfets nous disent, on est sûr du départ des gens, mais on n'est jamais sûr de la date à laquelle les gens vont venir. Et attention, Montserrat, 1995, okay, 3/4 de la population est partie, il n'est jamais revenu. Ils sont allés dans les pays anglophones de la Caraïbe, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, le message que je veux faire passer là, à travers Radio Appel aujourd'hui, c'est de demander aux compatriotes martiniquais dans le sud de faire un effort d'accueil à domicile, ou toujours ni en bons amis, en bons camarades qu'on connaît dans le nord, accepter ici la caillou pour bailler en l'autre, parce que c'est important. Et moi-même, je vais dire des mondes du sud, attention, à 230 km du sud, nous ni la soufrière de Saint-Vincent, qui pétait en 2023, en petite éruption. Mais si c'était en grosse éruption de soufrière de Saint-Vincent, très probablement que la population de Rivière-Pilote, Saint-Luce, Marin, Diamant va coûter délocaliser dans le centre ou encore vers le nord. Donc ça veut dire qu'à dans l'état là, tout le monde est concerné. Et puis une dernière information quand même, il y a 3 types d'éruptions. Plinienne, phréatique, magmatique. Mais dans le plinienne, on a un panache qui peut monter jusqu'à 10 km de haut. OK? Et ça veut dire qu'en retombée, toute la Martinique doit être évacuée. Alors, le scénario, c'est quoi? C'est vers la Guyane, vers les pays de la Caraïbe qui ne seraient pas touchés et vers l'Europe. Quel Martiniquais, aujourd'hui, M. Saïd, dans la préparation mentale, est capable de se mettre ça dans la tête aujourd'hui? OK? Quand beaucoup de nos compatriotes, avec tout le respect que je leur dois, considèrent que nous sommes des enfants gâtés du bon Dieu et que rien ne peut pas arriver. Rien ne peut pas arriver. Oui, alors, il y a tellement de choses à dire qu'on va aboutir là et on va refaire une nouvelle émission parce que c'est vraiment important. Je veux te remercier de l'apport que tu as fait et puis dire aux gens, Bab voisin ont pris du fait aux États, c'est peut-être égoïste, mais ça veut dire que nous sommes concernés par les mêmes difficultés. Donc, merci d'avoir suivi l'émission. Merci à Thierry et à Yvon. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle émission sur Radio Appel J-Cambout. Là, on n'a pas fini de parler de cette affaire. Et puis, merci à Tamara qui nous a donné son témoignage. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rappeler. Mais on se retrouvera pour une nouvelle émission. Jingle. Jingle. Nous mettez sans nous sous nous, on s'en besoin, mettez en route, arrêtez la chimère.